Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche le docteur Denis Agré, médecin gentiste en santé publique. Et je l'accueille pour un sujet bien particulier, un sujet qui pour l'instant ne fait pas la une des tabloïds, mais qui risque de prendre toute la place à la rentrée avec peut-être un retour du Covid. Ce sujet, c'est la variole du singe. Bonjour Denis. Bonjour. Voilà, merci de m'écouter et de relayer l'information. C'est un sujet très important. Il y a des gens qui ont du mal à y croire. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe après avoir eu 2 ans de propagande de l'État sur le coronavirus et avoir subi réellement des contraintes de liberté majeures, des restrictions de liberté. Aujourd'hui, quand il y a ce nouveau virus, c'est très compliqué d'en parler parce que certainement ça génère aussi des peurs pour certaines personnes. Et on a aussi des manières de rassurer, déjà en informant les gens, et deux, en proposant des vraies solutions aussi thérapeutiques et pas que vaccinales. Merci de le préciser, Denis. Effectivement, c'est très important. Je rappelle donc que tu as une spécialité en santé publique et qu'à la différence de propagandistes qu'on voit sur la majorité des chaînes de télévision, tu cherches la vérité de bonne foi et donc tu cherches à accompagner les gens dans la prudence finalement sincère du serment d'Hippocrate et finalement d'un médecin authentique. Donc c'est ça vraiment qui est très important. Donc tu essaies de porter cette parole sur la voie publique et donc tu subis beaucoup de censure à ce titre-là et tu as subi donc une suspension. Donc on ne J'ai fait reviendra pas appel. là-dessus. Comment? J'ai fait appel, donc Il a il n'y fait a pas de appel. suspension, Il a fait appel, puisqu'on a d'accord. fait appel. Donc Donc, il n'y a pas de c'est encore en suspension. cours pour l'instant. Voilà. C'est suspensif de la suspension. Donc, voilà. Après, Ouais. juste pour dire un mot sur santé publique, donc c'est une spécialité qui est peu connue. Moi, j'ai fait mon internat de santé publique à Paris, hein, de 2001 à 2003. J'ai bossé dans une unité INSERM chez le professeur Spira au Kremlin-Bicêtre. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'épidémiologie. J'ai fait une maîtrise de sciences sanitaires et sociales avec un DEA sur le management des hôpitaux. Et puis surtout, entre autres, à KB, là, au Kremlin-Bicêtre, j'ai beaucoup bossé sur l'épidémiologie, notamment dans les maladies infectieuses, puisque c'était une unité sur le VIH et sur les maladies, sur les MST. Donc, j'ai l'habitude de dire ça. Je connais les bases de données de santé, notamment, avant, ça s'appelait l'Institut de veille sanitaire, c'est devenu Santé publique France. Et c'est ça qui, entre guillemets, on va dire, les emmerde, c'est que j'ai une connaissance et un diplôme de médecine générale, de médecine d'urgence. Donc, j'ai une activité pendant plus de 15 ans de clinicien. Et ce qui les embête vraiment, c'est que je sais aussi interpréter les chiffres et les lire de manière plutôt simple. Et je sais aussi les reformuler pour que ça soit compréhensible pour le plus grand public possible. Voilà. C'est ça, effectivement, c'est ça qui est très important. Tu vulgarises bien finalement ces données. Tu les fais sortir de leur domaine très technique, finalement, pour le mettre à la portée de tous. Et c'est peut-être aussi pour ça, finalement, qu'ils s'acharnent un petit peu. Donc, on peut très bien comprendre. On va donc parler de ce sujet qui est la variole du singe. Je vais vous donner le déroulé très simple et très rapide de cette maladie. L'objectif, c'est au contraire de vous rassurer et d'anticiper une potentielle propagande qui pourra arriver de manière massive d'ici la rentrée, parce que pour l'instant, c'est un peu calme. Il n'y a peut-être pas suffisamment de cas en France. Mais en tout cas, voilà, on voudrait simplement vous expliquer ce qu'est la variole du singe. Denis va vous donner des éléments techniques, des éléments médicaux, donc, puisque c'est lui le spécialiste, pour vous aider à vous protéger pour le cas où vous auriez des symptômes ou dans votre entourage, il y aurait des personnes qui auraient des symptômes par rapport à cette maladie. Alors, on va d'abord la définir, on va établir un petit contexte historique par rapport à cette maladie, comment identifier les symptômes qui vous permettraient finalement de savoir que vous êtes malade, quelles sont j'allais dire les étapes de transmission, mais comment vous allez transmettre finalement cette maladie potentiellement à votre entourage. Enfin, quels sont les traitements et surtout quels sont les risques par rapport à ces traitements en fonction de votre état de santé. Et enfin, on vous donnera des solutions de santé à la fois qu'on qualifie d'allopathique et aussi de santé naturelle
pour surtout prévenir finalement, renforcer vos défenses immunitaires. Voilà comment on va aborder ce sujet, cette vidéo. Donc, première question, Denis, est-ce que d'abord tu peux nous donner une définition de cette variole du singe pour que chacun comprenne simplement voilà, à quoi il serait potentiellement confronté? Tout à fait. Donc, je vais vous montrer un document qui n'émane pas de moi, mais je ne sais pas si vous voyez l'écran de l'assurance maladie. Hein, d'accord? Donc, vous tapez amélie.fr, variole du singe, et vous tomberez dessus. Donc, il y a un onglet symptômes et diagnostics de la variole du singe. On va lire très rapidement. Les premiers symptômes de la variole du singe sont la fièvre, des douleurs musculaires, une fatigue, donc un syndrome viral, et puis une éruption cutanée étendue. Alors, des macules, c'est une petite bosse, des papules, et puis des pustules, donc des vésicules avec du liquide. D'accord? Une des caractéristiques, c'est que ça peut donner le change aussi avec la varicelle. La varicelle, c'est aussi des vésicules, mais ça, en général, ça gratte. Hein, il y a un prurit. Voilà. Donc là, vous avez la définition pondue par l'assurance maladie. Donc, elle se manifeste tout d'abord par une fièvre supérieure à 38, des nombreux ganglions augmentés de volume, des douleurs musculaires, de la fatigue, des maux de gorge. Donc, ça peut donner des symptômes, s'il y a des vésicules dans la bouche, ça peut donner des symptômes d'angine, des douleurs à la déglutition, c'est normal parce que vous avez une ulcération qui se crée, une éruption rouge précoce est possible. Et 1 à 3 jours plus tard, vous avez une éruption cutanée étendue, localisée dans un premier temps sur le visage. Elle s'étend en 24 heures à l'ensemble du corps jusqu'aux paumes des mains et plantes des pieds. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de la variole. Et ils disent l'incubation habituelle de la variole est de 5 à 21 jours. Vous voyez, je n'invente rien, je ne fais que lire le texte de l'assurance maladie. Comme ça, on ne pourra pas nous reprocher d'avoir dit des erreurs. Une chose qui est, alors aussi, et ça c'est une des choses qui est largement relayée, mais ça ne touche pas que des hommes, qui, comme ils l'écrivent, des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, des HSH, mais ça peut aussi toucher des femmes et des enfants. Et ça peut notamment aussi donner des lésions anales et génitales, et donc ça fait mal. La maladie dure entre 2 et 4 semaines, donc c'est relativement long. Et comme dans la varicelle, le malade est contagieux à partir de l'apparition des symptômes jusqu'à la chute des croûtes. Donc, ça donne des croûtes. D'accord? Voilà. Une des problématiques abordées que vous voyez là aussi, c'est la question du diagnostic différentiel. Enfin, on nous parle du diagnostic différentiel. Quand il y a eu le coronavirus, mais en fait, il n'y avait que le coronavirus, il n'y avait pas d'autres maladies, il n'y avait plus d'adénovirus, il n'y avait plus de grippe, il n'y avait plus de virus respiratoire, il n'y avait que le Covid ou le coronavirus. Là, ce qui me fait plaisir, c'est que vous voyez sur le site de l'assurance maladie, on nous dit le médecin qui examine la personne élimine d'autres diagnostics à éruption cutanée, comme la varicelle, le syndrome pied-main-bouche, c'est du Coxsackie, c'est un virus, du zona, de la rougeole, des infections bactériennes cutanées, la gale, c'est quand même très différent comme symptomatologie, la syphilis, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Et une des manières de lever ce doute clinique, qui à mon sens peut devenir très utile pour les généralistes, encore faut-il qu'ils soient informés, et je demanderai aux gens qui voient cette vidéo et qui ont la possibilité juste d'envoyer la vidéo par mail avec un lien à leur médecin généraliste, de le faire pour que leur médecin généraliste ait une information différente et qu'ils puissent aller écouter ça. Qu'est-ce que nous dit l'assurance maladie? La confirmation diagnostique de la variole du singe en cas de doute diagnostique est biologique par détection du génome, préférentiellement sur les muqueuses, le plus souvent soit par un prélèvement nez, gorge, sur des lésions génitales ou anales, et aussi, ce qui est le plus facile, et c'est ce qu'on peut proposer, c'est de faire des prélèvements cutanés au niveau des vésicules ou des pustules. Il suffit de faire un écouvillonnage sur une pustule, de l'envoyer au laboratoire, et le texte de détection sont prises en charge par l'assurance maladie, tant mieux, ou par les laboratoires. Un jour, peut-être qu'ils pourront proposer un peu gratuitement, hein, vu tout ce qu'ils ont touché en 2 ans. Et une fois le diagnostic posé, la variole du singe est une maladie à déclaration obligatoire.
Donc ça, c'est extrêmement important de le dire pour que ces gens qui ont une maladie qui peut être contagieuse puissent être isolés le temps qu'il y ait la guérison et qu'ils ne soient plus contagieux. Alors effectivement, ça nous ramène il y a 2 ans avec des choses très contraignantes, mais il faut qu'on l'ait à l'esprit. Effectivement, merci pour déjà cette présentation relative à la définition, aux symptômes, comment les identifier et au début finalement de la transmission, comment ça peut se transmettre. Si on aborde ce sujet, c'est évidemment pas pour faire peur à la population, aux individus, bien au contraire, c'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un sujet de prévention. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de cas dans le monde, ni même en France. Hein, je crois que tu peux me confirmer. Je crois qu'on est à peu près à 18 000 cas au mois de juillet dans le monde et un peu moins de 1600 en France. Alors, on va en parler. Je ne sais pas si tu as vu mon changement d'écran. Ah ben c'est Donc là, parfait. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce contexte voilà. justement Donc là, pour c'est qu'on Santé puisse… publique France, actualité publiée le 5 août 2022. Vous le voyez là. Hein. Donc, cas de variole, point de situation 4 août 2022. On va voir directement. Hein. Donc, en France, on a 2423 cas confirmés recensés en France. Donc, c'est relativement important. Ce n'est pas négligeable. Il faut quand même dire que ça a débuté fin mai, début juin, donc il y a à peine 2 mois, que dès début juin, j'ai fait quelques vidéos et un texte très fourni pour en parler. La question du nombre de cas aujourd'hui, c'est que s'il y a des gens qui font dans la nature des épisodes de fièvre et de vésicule sans être diagnostiqués, et en particulier, on vient de le voir, avec un test biologique, eh bien, il y a peut-être beaucoup plus que 2400 cas en France. Voilà. Après, il y en a de partout en France, il y en a à Paris, et puis il y en a dans toutes les régions. Vous voyez, il y en a pas mal en Occitanie, il y en a en PACA, il y en a un peu sur l'Aquitaine. Voilà. Et puis, c'est ça que je vais vous montrer. C'est ça qui est quand même très important à prendre aussi en compte, c'est que c'est autant le coronavirus, c'était une maladie qui touchait des personnes âgées et fragiles, hein, 80, 90 ans. Bien sûr qu'il y a eu des personnes plus jeunes, mais là, tous les cas recensés à ce jour sont des adultes sexe masculin, pas que, on va voir juste après, sauf 20 adultes de sexe féminin et 2 enfants de moins de 15 ans. Donc, vous voyez, je pense que ça va toucher cette population-là aussi, notamment les enfants, qui, un peu comme on nous l'a bassiné pour le corona, mais là, je pense que ça sera beaucoup plus le cas, c'est-à-dire que les enfants, à mon avis, vont être transmetteurs, d'autant plus qu'ils ont une immunocompétence qui ne feront peut-être pas des formes graves pour la grande majorité, mais qui pourront la transmettre à papa, maman ou à papy, mamie s'ils les prennent dans les bras. Parce que c'est contagieux, les vésicules. Et cette population, c'est quoi? Les cas adultes ont un âge médian de 36 ans, d'accord? 36 ans, donc c'est très jeune. C'est une population jeune qui est touchée. 25% des cas adultes ont moins de 30 ans, 25% ont de 43 à 84 ans, donc on voit que ça touche tous les âges. D'accord? Alors, 75% ont présenté une éruption génito-anale, 70% une éruption sur une autre partie du corps, 76% une fièvre, 72% des adénopathies. Voilà, il y a quand même 3%, 47 cas qui ont été hospitalisés, voilà, dont 39 pour complications en lien avec ce diagnostic. Et heureusement, aucun décès pour l'instant à déplorer. Voilà un peu. Les personnes qui sont le plus touchées, finalement, ce sont les personnes les plus immunodéprimées. On y vient, tu vois, c'est écrit sur Santé publique France, exactement. Parmi les cas investigués, 69 sont immunodéprimés, 369 sont séropositifs au VIH, et chez les cas non porteurs du VIH, 677 sont sous prophylaxie pré-exposition. Ça, c'est un traitement qui est donné aux homosexuels pour, entre guillemets, leur permettre d'avoir des relations sexuelles
sans protection, sans préservatif, ce qui, à mon avis, est une belle erreur. Donc, il faut être prudent sur les relations et très certainement porter aussi des préservatifs. Et bon, voilà. Alors, ben là, le public, c'est 96% pour l'instant de HSH, hein, parce que voilà, il ne faut pas prononcer l'autre mot, ça les stigmatise, mais c'est aussi une réalité. 72% Et ces chats, ce déclarent sont avoir, les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, les voilà, homosexuels, comme on dit. 72% déclarent avoir au moins 2 partenaires sexuels dans les 3 semaines avant l'apparition des symptômes. Mhm. Voilà. Donc, c'est une population Mais plutôt immunodéprimée et plutôt masculine. Après, sachant que ça touche quand même tout le monde, il faut le dire, on il n'y a l'a pas dit, de… il y a des femmes et il y a des enfants. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir plus ou moins un lien parce que depuis quelques années maintenant, on assiste à une forme d'inflation des injections à tout va, pour tout et n'importe quoi, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, et on l'a vu au cours de cette dernière crise. Est-ce que finalement, ce prosélytisme qui est lié à l'injection ne peut pas entraîner justement, plutôt que de protéger, une forme d'immunodéficience chez beaucoup d'individus, voire, j'allais dire, déclencher des maladies auto-immunes qui étaient latentes peut-être. Et donc, ces individus seraient plus sensibles euh, à la variole du singe, puisque finalement, ils sont Tout à fait. Alors ça, affaiblis. Est-ce que c'est ça une serait vraie possible? question. C'est une question que les gens vont se poser. Ça serait C'est une vraie possible? question qui a été, et là je vous le montre aussi, hein, c'est un article de TF1 qui date du 15 juin 2022. Hein, donc ce n'est pas moi qui le dis. Covid-19, un déficit immunologique responsable de près d'un quart des formes sévères chez les vaccinés. Donc c'est un article qui cite une étude qui a été relayée par l'INSERM et qui dit, alors ils ont exclu, il y a 48 études, 48 patients âgés de 20 à 80 ans, donc là c'est aussi des personnes jeunes et moins jeunes. Ils ont exclu 6 personnes qui avaient notamment, pour diverses raisons, des infections à VIH, des lymphomes, des traitements immunosuppresseurs. Donc ils retiennent que 42 patients. Et dans ces patients, donc ça c'est des patients qui avaient un schéma vaccinal complet. Chez ces 42 personnes vaccinées contre le Covid, donc ça c'est, on parle du vaccin du Covid, hein, le schéma vaccinal complet du Covid, chez 42 personnes vaccinées contre le Covid ayant développé une forme sévère, 24% présentent un déficit immunologique, c'est-à-dire un dysfonctionnement du système immunitaire. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont une immunité. Donc en gros, nos petits globules blancs, vous savez, dans Il était une fois la vie, vous savez, il y a des petits globules blancs qui viennent attaquer les microbes. Très bon exemple. Si on a moins de globules blancs et moins de lymphocytes notamment, eh ben, on a ce qu'on appelle une immunité abaissée. Donc on est plus à même de faire des infections plus graves, que ce soit celle du coronavirus ou de la variole. L'énorme question qui est posée à travers cette étude, je n'ai pas la réponse à ce jour, c'est combien de personnes chez les personnes qui ont eu un schéma vaccinal complet, voilà, ils disent malgré un schéma vaccinal complet par ARN, je ne sais pas combien dans la population double dose ou triple dose du coronavirus, combien il y en a qui sont immunodéprimés. Ça peut être 1%, ça peut être 5%, ça peut être 10%. Vous voyez, je ne sais pas, si on prend 20 millions de gens qui ont eu plus de 2 doses, eh bien, ça peut faire un nombre de personnes très importantes en population générale qui sont immunodéprimées. Et ça, si on n'en prend pas conscience, eh ben, c'est des gens qui peuvent aussi, s'ils ne se protègent pas, faire des formes graves de variole. Voilà. Donc effectivement, selon cet article et probablement d'autres peut-être qui arriveront, les personnes qui ont pris les injections, du moins dans cet exemple-là, sont potentiellement plus sensibles finalement à cette variole du singe que ceux qui n'ont pas choisi Tout à fait. finalement Tout à fait. de se faire injecter pour Mmh. cette maladie qu'on a subie depuis 2 ans. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire, ou si tu sais, si tu l'as en tête peut-être, est-ce qu'il y a un taux de létalité assez fort et peut-être rappeler ce qu'est le taux de létalité pour les gens? J'avais cru voir
qu'il était dans le monde à 3,6%, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Tu peux rappeler est-ce peut-être pour les auditeurs est-ce le qu'ils taux en létalité? parlent sur Amélie? Ça leur permet Alors, tu d'avoir une vois, idée un peu complète finalement. on va partager ce bout d'écran aussi. Ouais, Donc, toujours sur amélie.fr. Hein. Donc, les complications possibles sont éruption majeure, plus de sang vésicule, une atteinte de la cornée, des yeux, hein, donc là, ça devient très gênant, hein, des complications digestives, ORL, neurologiques, la survenue d'une atteinte pulmonaire avec une pneumopathie, qui sera grand temps aussi de traiter aussi en complément avec des antibiotiques, on en parlera. Concernant la souche responsable des cas européens, le risque de décès est de 1%, mais il peut aller jusqu'à 10%. C'est beaucoup. Donc c'est très variable. 10%. Et donc, ça, c'est ce que nous dit Amélie. Oui, Amélie. 3 populations sont particulièrement à risque de développer une forme grave de la maladie. Les personnes immunodéprimées, les enfants et les femmes enceintes, car la transmission materno-fétale ou périnatale est possible avec forme grave du nouveau-né. Donc, voilà, c'est là. Et ça, c'est la vérité. Ce qui est très compliqué pour les gens aujourd'hui, c'est que pendant 2 ans, on nous a menti, et que là, sur les sites du gouvernement, que ce soit Amélie, que ce soit Santé publique France, et puis je vais vous montrer les sites du CDC, donc c'est Center of Disease Control, donc c'est Santé publique France américain, ou FDA, c'est Federation Drug Administration, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament américaine. Mais on a des informations réelles et factuelles. Et ça, c'est très compliqué pour les gens parce que ça crée encore de la dissonance cognitive. Et c'est pour ça qu'il faut donner une bonne information. C'est très bien qu'on fasse cette vidéo avec des copies d'écran à partager parce que les gens pourront voir qu'il y a l'information. Et les gens ne comprennent pas, voilà, mais c'est ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, pour je les voudrais revenir complications. très rapidement peut-être sur ce qu'ils disent les populations qui sont les cibles, les personnes immunodéprimées, ça on a bien vu, on a bien compris. Ils nous disent les enfants, alors que finalement sur les cas qu'on a évoqués tout à l'heure, de mémoire, il n'y en avait que 2 qui avaient été touchés sur la majorité des patients. Ouais. Et ils nous disent aussi les femmes enceintes. Est-ce que derrière, finalement, en fait, moi, ces personnes, que... cette population soi-disant fragile, il n'y a pas une logique de vouloir encore essayer de faire un vaccin préventif, et c'est ce qui va effrayer les gens après 2 ans d'absence. Là, dans cet article, c'est qu'ils disent les enfants. Moi, je pense que les enfants feront des formes plutôt bénignes parce qu'ils ont une immunocompétence pour une grande partie. Après, il y a des enfants aussi qui ont eu 1 ou 2 doses de vaccin Covid et qui ont peut-être une immunité abaissée. D'accord ? Oui, ça c'est Chez les femmes important de le dire. enceintes, effectivement, elles sont plus exposées à avoir des conséquences d'un virus en général. Et évidemment, si les femmes enceintes font la variole, elles ont probablement, du fait du virus de la variole, et c'est différent du coronavirus, un risque de fausse couche ou de forme grave sur le nouveau-né. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la variole, ça peut se traiter de manière symptomatique avec une hydratation, et puis s'il y a une surinfection des vésicules, avec des antibiotiques, notamment un antibiotique qui marche très bien sur le staphylocoque, c'est la pyostacine, la pristinamycine, d'accord, s'il n'y a pas d'allergie. Voilà. Là où l'information devient très, très compliquée, c'est sur les... Parce que l'HAS recommande la vaccination de la variole sur les cas contacts. Donc, on va en parler. Voilà. D'accord. En matière de santé publique, vacciner des femmes enceintes, sachant toutes les contraintes et tout ce qu'on leur fait, justement, ne pas manger, ne pas boire, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut être, j'allais dire, dangereux pour elles ou peut-être pour le nouveau-né? C'est notamment, alors, je ne sais pas si on va l'avoir, mais il y avait des pop-up sur l'ANSM, sur l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui disaient aux femmes enceintes d'être prudentes sur
sur les médicaments en général, mais notamment, ben je vais vous en parler, hein, mais c'est que en fait, il faut que je bouge un peu les onglets parce que je ne vois plus. Voilà, donc on va aller là ou là, voilà. Parce que finalement, ça, c'est le centre CDC, Center for Disease Control and Prevention. D'accord? En fait, je suis tombé sur cet article il y a quelque temps. Et j'étais très content de le trouver parce que, je vais vous remettre comment j'ai trouvé ça. C'était parce que je fais un peu le journalisme d'investigation hein, depuis des mois. Je regarde régulièrement ce qui se passe. Et en fait, je suis tombé sur un article de l'Indépendant. Je vais vous le montrer. Ça, c'est mon petit site Facebook, Le Vrai, pour ceux qui ont des doutes en ce moment. Là, j'ai remis des best-of du coronavirus. Je précise que Denis est toujours dans la résistance, même s'il a partagé un article de Courrier International justement pour prévenir les gens, pour anticiper et pour que la majorité des gens, prévenir c'est guérir, comme on dit, hein, finalement, puissent prendre leurs dispositions. Voilà. Certaines personnes ont cru que finalement il était tombé dans la propagande, pas du tout. Finalement, il est dans une logique préventive, c'est-à-dire celle d'un médecin de bon sens. Il faut informer les gens pour qu'après, ils prennent leurs dispositions en fonction de ce qu'ils veulent. Donc là, vous avez un article de l'Indépendant. Il ne veut pas qu'on tombe dans le piège, j'allais dire, psychologique, de l'instrumentalisation psychologique aussi que potentiellement le pouvoir peut en faire. Vous avez un article de l'Indépendant, donc c'est un média reconnu par variole du singe. Quels sont les effets secondaires du vaccin contre le monkeypox? D'accord? C'est un article du 19 juillet 2022. Vous voyez, c'est pas bien vieux. Et quand on descend, ben là, il vous parle d'un vaccin qui peut néanmoins, et j'adore le terme, c'est dénigrant et pourtant c'est quand même hallucinant d'écrire comme ça, qui peut néanmoins accoucher d'effets secondaires selon la FDA, Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments. Donc c'est la NSM. Déjà dire qu'il peut accoucher d'effets secondaires au niveau sémantique, c'est quand même pas très joli. Et quand vous cliquez sur le lien qu'il y a là, vous atterrissez là. Donc ça, c'est le lien du vaccin ACAM 2000, mais c'est le même qu'il y a en France, puisque vous voyez, je ne sais plus où c'est, que c'est aussi Jynneos ou Imvanex, tu vois, ils ont proposé plein de noms différents. Et là, si vous allez creuser un peu plus loin sur le site du CDC, donc Center of Disease Control, vous avez les contre-indications à la vaccination. Là, vous avez le lien. Peut-être que tu pourras leur mettre aussi les copier-coller dans... Tout à fait. Je vous mettrai en dessous de la vidéo en lien dans la description. Là, on va dérouler les contre-indications à la vaccination. Et ça, à la télé, ils ne vont pas vous en parler. Et c'est ça que je trouve absolument irrespectueux et que je veux que les gens soient informés. D'accord? Dans les contre-indications, pregnancy, d'accord? C'est écrit. D'accord? 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est quoi? C'est première vaccination, revaccination et contact, cas contact. D'accord? Donc, les femmes enceintes, que ce soit des cas contacts ou que ce soit des premières vaccinations, eh ben, c'est contre-indiqué. Voilà, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est le CDC, quoi. Après, et comme ils disent aussi en dessous, les bébés âgés de moins d'un an, finalement. Moins d'un an. Mais ça veut dire, on ne sait pas trop comment ça a été déterminé. Ça, ils disent moins d'un an, mais finalement… Non, mais ça, c'est les contre-indications qui sont pondues par un site du gouvernement américain. Donc, ce n'est pas complotiste, c'est la réalité. Et c'est là où c'est très compliqué pour les gens, on vient de le voir, c'est que s'il y a des gens qui sont immunodéprimés, ils peuvent faire des formes graves de variole, mais je l'ai précisé, on a des moyens curatifs et préventifs de les isoler pour éviter qu'ils contractent la variole, de les traiter. Voilà. Et par contre, si la peur conduit les gens non informés à aller se faire vacciner, on va avoir la forme grave qu'ils peuvent faire. S'il y a des contre-indications, c'est parce qu'il y a des conséquences si on vaccine ces gens. Et notamment dans les contre-indications, conditions associées à une immunosuppression, à une immunodépression en français. Donc le VIH, le leucémie,
lymphome, cancer généralisé, malignancy et transplantation d'organes solides. C'est des contre-indications. Elles sont là. D'accord? Et pourquoi je parle de ça? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me stupéfait. Je vais essayer de vous le ressortir. Où est-ce que c'est? Attends. Il y a la petite barre du Zoom qui est devant et qui m'empêche de voir les liens que j'avais déjà. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même. Ça, c'est... Donc ça, toutes les contre-indications que tu nous c'est as les indiquées recommandations. devraient être, à minima, être indiquées justement par, Mais les contre-indications, elles devraient être par le médecin, surtout, elles devraient être respectées. Excuse-moi. Les contre-indications d'un médicament, déjà, il faut que les médecins les connaissent. Si on ne leur parle pas, ils vont faire, entre guillemets, le robot et appliquer les recommandations de l'HAS. Et on va regarder les recommandations de l'HAS. Et si on ne les respecte pas, ça met en danger les gens. Parce que s'il y a une contre-indication, c'est parce qu'il y a une complication attendue derrière. D'accord? Donc là, on a les recommandations de l'HAS du 7 juillet 2022, Haute Autorité de Santé, relatif à la vaccination contre le virus monkeypox. D'accord? Et hop, voilà. Et là, on voit, et c'est tellement en contradiction, la vaccination en pré-exposition n'est envisagée que dans un scénario jugé improbable au moment de la rédaction des recommandations en juin 2022, dans lequel on assistera à une augmentation exponentielle des cas, ce qui risque d'arriver. Et il propose dans le scénario de vacciner les professionnels de santé, pourquoi pas, les HSH, on y est, les travailleurs sexuels, on y est, les personnes à partenaires sexuels multiples, on y est, et ainsi que les populations sensibles immunodéprimées. C'est là où c'est pas logique. Femmes enceintes. Donc ça, c'est une aberration intellectuelle, c'est un bug total, c'est une contradiction monumentale dans la médecine. C'est-à-dire que là, le CDC te dit que c'est contre-indiqué les femmes enceintes, âge de moins d'1 an, d'accord, et les immunodéprimés. Et là, l'HAS, parce qu'on était, je ne sais plus, c'est vraiment pour que... Juste à côté, non? C'est pas l'onglet à côté? Attends, c'est pas pratique. Avis. Là, on y va. L'HAS nous dit que les recommandations, c'est de vacciner. Voilà. Et surtout, ils disent de vacciner 3 doses les immunodéprimés un peu plus loin. D'accord? Donc il y a un manque de logique, un manque de rationalité finalement derrière ces préconisations. C'est une contre-indication majeure dans les recommandations. Voilà, c'est là. Ils recommandent 3 doses chez les sujets immunodéprimés. 3 doses, alors que c'est contre-indiqué. Donc, je ne sais pas quoi faire de ça. Je pense qu'il est indispensable que les gens qui ont potentiellement une immunodépression soient au courant de ça. Et derrière, on va parler de la complication majeure de... Il faut qu'ils soient au courant et qu'ils ne cèdent pas finalement aux sirènes de la peur et à l'instrumentalisation qui peut être faite. C'est très compliqué parce que les gens, comme je le dis, vont se retrouver entre guillemets le marteau et l'enclume. Hein. C'est hyper compliqué. Il va falloir qu'il y ait des très bons médecins de terrain pour bien les soigner. Et c'est pour ça que les gens, je pense, c'est indispensable qu'ils regardent cette vidéo. Là, on a un article de Santé publique France qui a été publié en décembre 2001 et qui a été mis à jour en 9 septembre 2019. Donc, ce n'est pas très vieux quand même. Hein. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit « Utilisation du virus de la variole comme arme biologique, estimation de l'impact épidémiologique et place de la vaccination ». Vous descendez, vous téléchargez le document. D'accord? Je n'invente rien. On va se le faire en direct. Comme ça, vous allez voir que c'est le document. Et surtout, sauvegardez les documents. Gardez-les, faites des impressions écran si nécessaire pour être sûr que voilà, vous avez des preuves solides au cas où, on ne sait jamais. Et potentiellement, ça pourrait disparaître. Une des choses majeures à comprendre, c'est qu'il y a des complications. Il est là en bas. On y va.
Donc là, vous avez le sommaire. Hein, il parle de la variole, il parle de la vaccination préventive, il parle des complications de la vaccination. Page 13. D'accord? On y va. Et il parle de la létalité des complications. On ne le voit pas. Est-ce que Ah, pardon. tu peux nous l'afficher? Je recommence. Partage. Voilà. Vous voyez là? Là, il est pas affiché à l'écran. Là. Alors, attends. On est Nouveau toujours sur le partage. site de Santé publique avec l'onglet télécharger en bas. Ah oui, oui, parce que ça ouvre un PDF à côté. On a vu qu'il était en bas, Alors, télécharger. Peut-être qu'il faut cliquer dessus. Je ne sais pas. Téléchargement. Voilà. Et là, est-ce que tu le vois? Ben là, on voit l'écran. Effectivement, il faut double-cliquer dessus et je pense que c'est bon. Ah. Non. Ça se... Tu ne vois pas. Le PDF, là. Tu vois? Tu le vois? Oui, là, c'est bon. Il faut le défiler, faire le défiler, c'est bon. Voilà. Donc là, vous avez le PDF. Utilisation du virus de la variole comme arme biologique. D'accord? Sommaire. Complications de la vaccination. Létalité des complications. Contre-indication de la vaccination. D'accord? On y va. Page 13. Et ça, c'est majeur à respecter parce que vous allez voir. Alors, les complications et la complication majeure, c'est ce qu'on appelle la vaccine progressive. D'accord? La vaccine progressive, létalité moyenne retenue par Santé publique France, 45%. Et létalité en fonction des études entre 30 et 60%. D'accord? C'est énorme. C'est énorme. Et la vaccine progressive, c'est quoi? C'est une lésion étendue de variole, puisqu'on injecte un vaccin vivant atténué à quelqu'un qui est immunodéprimé. Et là, il y a écrit quoi? Il y a écrit la vaccine progressive survient chez des personnes immunodéprimées. La lésion vaccinale ne guérit pas. Les lésions secondaires apparaissent n'importe où sur le corps. La méthisazone, ça c'est pour les cliniciens, hein, a paru un traitement efficace, mais la létalité reste élevée. D'accord? Et ça, c'est la forme la plus grave du fait de la complication du vaccin de la variole. Voilà vraiment ce que je voulais vous dire. Et là, on retrouve contre-indication de la vaccination, déficit immunitaire, agammaglobulinémie, hypogammaglobulinémique, cancer, sujet immunodéprimé, eczéma, grossesse. D'accord? Donc, en fait, vraiment, on est dans un truc qui est contradictoire au possible. Oui, on a une HAS qui nous dit 3 doses pour les immunodéprimés, et on a Santé publique France et le CDC qui nous dit contre-indication du vaccin de la variole chez les immunodéprimés. Donc, il faut que, on repère en population générale les immunodéprimés. Ça va être le job des médecins, notamment des médecins généralistes, des biologistes, parce qu'il y a des analyses biologiques qu'on peut proposer aux gens pour voir s'ils ont une immunodépression, que ce soit les globules blancs ou que ce soit un dosage des fameux lymphocytes, vous savez, les CD4, les CD8, dont on a tant entendu parler il y a quelques années en arrière. Et si on a des gens immunodéprimés, ben après, j'ai envie de dire, chacun fera son choix. S'il y a des gens immunodéprimés qui veulent absolument se faire vacciner, ben, ils seront vaccinés. Risque 45% de létalité, et versus forme grave, on a vu entre 1 et 10% de la maladie de la variole. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Je redis, le plus important, c'est d'arriver à diagnostiquer les gens et à être sûr qu'ils ont une variole. 2, à éventuellement les isoler à la maison le temps qu'ils guérissent de la maladie. Une fois qu'ils n'ont plus de croûte, ben, a priori, ils sont plus symptomatiques et surtout, ils ne peuvent plus transmettre la maladie. Et 3, il y a des traitements, symptomatiques, s'il y a de la déshydratation majeure, vous voyez, dans les formes graves, on a plus de 100 vésicules, donc il faut hydrater les gens avec de la perfusion ou boire de l'eau régulièrement. Et puis, il y a des traitements antibiotiques, notamment anti-staph sur la pyostacine, mais aussi, quand il y a des aggravations pulmonaires, des pneumopathies à pneumocoque, on peut prendre soit de l'amoxicilline, soit aussi, donc l'amoxicilline, c'est de la pénicilline, du clamoxyl, 1 gramme x 3 par jour, 5 jours, ça marche.
Et aussi la piostacine, la pristinamycine, ça marche sur le pneumocoque puisqu'il a une sensibilité à 100%. Ça, c'est écrit dans les rapports du Centre national de référence du pneumocoque. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire parce que vraiment, il faut que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, où l'OMS avait écrit dès le début de l'été qu'il serait bien d'éviter les grands rassemblements, parce que dans les rassemblements, vous pouvez toucher quelqu'un qui a la variole et vous contaminer, ce qu'ils n'ont pas fait et ce qu'ils ne font toujours pas. Et on va voir à la rentrée, mais moi je vois déjà que le schéma est en route, quoi. Mais finalement, est-ce que, je vais dire, derrière toutes ces informations contradictoires, et tu as très bien fait de les souligner avec des sources à l'appui très sérieuses, il n'y a pas une logique presque j'allais dire, une volonté, peut-être même, de perturbation de l'esprit de la majorité des gens, c'est-à-dire que lorsqu'on donne des informations contradictoires, on a tendance à ne plus savoir comment se positionner, aller dans un sens ou dans un autre. Est-ce Mais on que a, est-ce on que a un c'est pas esprit la loi critique, hein. je vais dire presque du talion, quoi, la loi du plus fort, celui qui va. On a un esprit critique. On a un esprit critique. Alors, il y a des gens qui n'ont pas appris à avoir un esprit critique. Il y a des gens qui n'ont pas appris, mais ça sert à ça, l'esprit critique, Tout à hein. fait. Voilà. C'est de remettre en question ce qu'on nous apporte comme étant une vérité établie, hein. Et, et on a une intuition. Il y a des gens qui ont une intuition. Alors, on va un peu plus loin, mais en tout cas, c'est même pas la peine de parler d'intuition. Quand on a écouté tout ce qu'on vient d'exposer, les gens font leur avis. Et puis, si les gens... Mais moi, je pense que ça, si vous avez la chance de voir cette vidéo, prenez 5 minutes, vous récupérez le mail de votre médecin généraliste du coin, écrivez-lui par mail, vous lui mettez le lien de la vidéo, et il faut que les confrères soient au courant de ça, aussi des médecines d'urgence, hein, il faut que les médecins urgentistes soient au courant, il faut que les médecins dans les centres de vaccination, que les infirmières qui vont vacciner soient au courant. Sinon, ben, si on ne respecte pas les contre-indications, on met réellement la vie des gens en danger. Ça s'appelle mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est dans le code pénal. Voilà. C'est très juste. Merci, merci beaucoup d'avoir fait tout ce travail finalement de comparaison. Je pense que c'est effectivement très important, et surtout en préventif par rapport à ce qui pourra arriver d'ici la rentrée. Tu nous as donné des traitements curatifs qui pouvaient exister en dehors de l'injection liée à la variole. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des traitements, j'allais dire, plus naturels, en préventif, justement, que les gens, dans leur hygiène de vie, dans leur façon de fonctionner, pour des pratiques peut-être qu'ils pourraient mettre en place, simplement pour renforcer leur défense immunitaire, se sentir bien. Bien sûr. Mais alors, la question de l'immunité, Tu- elle est, tu vois, depuis 2 ans, on nous a dit oui, il faut avoir une immunité collective en vaccinant tout le monde. Ça ne marche pas super. Par contre, la question de l'immunité individuelle, elle est personnelle. Elle est individuelle. Et pour avoir une bonne immunité, ben, il y a des choses très simples. Et peut-être que tout ça, ça va nous amener dans une population qui sera en encore meilleure santé qu'avant. On va peut-être faire un peu le tri, mais c'est comme ça. Pour être en bonne santé, ben, il faut boire de l'eau, hein, c'est vide. Il faut manger des fruits et des légumes le plus possible. Il Sans faut pesticides. pas se gaver de viande qui est importée et qui a fait des milliers de kilomètres, qui est potentiellement porteuse de germes qui auraient pu se développer dans des chaînes où le froid n'est pas toujours respecté. On a vu l'histoire des pauvres Pizza Buitoni, hein, par exemple, mais il y en a eu tant d'autres d'enfants qui ont été intoxiqués avec de l'Escherichia coli sur des steaks hachés surgelés. Donc, manger un peu moins de viande et si possible de la viande de qualité. Et puis, sur l'immunité individuelle, il y a une chose majeure qui joue sur l'immunité cellulaire, c'est d'avoir une masse musculaire élevée. Il faut être musclé. Si vous avez une masse musculaire grasse
qui est supérieur à votre masse musculaire, eh bien, en fait, très probablement, vous êtes un peu dénutri, voire beaucoup dénutri, et vous avez une immunité abaissée. Donc, on l'a vu pendant le coronavirus, par exemple, les populations obèses et ou diabétiques, parce que souvent ça va avec, ils ont une immunodépression. Si ces gens-là veulent challenger leur immunité et reprendre un pic ascendant, et il faut qu'ils aillent, par exemple, comme l'OMS le recommande, qu'ils aillent faire un quart d'heure à une demi-heure de sport tous les jours. Moi, hier matin, je suis allé courir un quart d'heure. Courir un quart d'heure le matin, ça ne prend pas grand-chose dans la vie. Par contre, ça régule les émotions et ça fait qu'on va mieux. C'est aussi une des manières de sortir de la peur et d'être ancré dans l'instant présent et de se dire ça va aller. Et puis aussi, toutes les consommations toxiques, entre guillemets, qui participent à l'augmentation de maladies. On va parler du tabac. Si on fume 10-20 clopes par jour et qu'on est plus à même de faire des bronchites respiratoires, on peut s'aggraver beaucoup plus facilement de manière pulmonaire, respiratoire. Donc, diminuez votre consommation de tabac, voire vous jetez vos paquets, vous ne fumez plus. C'est quand même pas très complexe. Le problème de l'alcool, c'est un problème majeur. C'est un problème de santé publique. L'alcoolisme chronique et l'alcool, ça donne à peu près 70 000 décès par an, le tabac 80 000. Si vous diminuez votre consommation d'alcool et que vous êtes à 1 litre d'alcool par jour, bière, vin, diminuez, buvez encore de l'eau, d'accord, de l'eau, c'est transparent. L'eau ferrugineuse, là, de notre ami Coluche, et probablement ça a bien plus de vertus et ça nettoie. La fonction de boire, ça permet d'éliminer les déchets, de pisser les déchets. Donc, buvez de l'eau, voilà. Donc, on a vu en gros les 3 plus gros facteurs de morbimortalité, c'est tabac, alcool, obésité, sédentarité. Malbouffe, tout ça, les 3-4 réunis, ça donne à peu près plus de 200 000 décès par an. Alors, si derrière ça, il y a un fond d'immunodépression et qu'il y a des maladies virales ou autres qui arrivent, c'est des gens qui sont plus à risque de s'aggraver. Donc, un des remèdes, bien évidemment, et ça s'appelle la prévention. En médecine, ça s'appelle primum non nocere, mais ça s'appelle, on dit aussi, c'est largement connu, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est le meilleur moment pour vous challenger sur votre santé individuelle. Voilà. Écoute, c'est une belle conclusion. Je pense que tu nous as donné toutes les clés finalement pour avoir un regard, on peut dire complet, pour ne pas dire holistique, sur ce qui pourrait arriver autour de cette variole du singe et comment finalement arriver individuellement et aussi collectivement, parce que c'est à partir de soi finalement qu'on forme un collectif, à s'en prémunir et à éviter finalement toute forme grave. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. Si tu as quelque chose à rajouter, sinon on peut couper cette interview. Respirez, souriez, soyez le plus possible un peu joyeux de ce qu'on vit, même si c'est parfois difficile. Et aussi de ne pas être dans la peur obsessionnelle. Ça permettra certainement aussi de se prémunir de tout ça. Je le redis, ce qu'on fait là, c'est pour informer les gens, qu'ils soient au courant et qu'on puisse aussi avoir des solutions collectives pour dépister. Et ça, c'est juste un mot de conclusion, mais le gouvernement n'est pas encore là, mais peut-être qu'un jour l'OMS le dira. Les gens qui rentrent et qui sortent du territoire, que ce soit en avion ou en bateau, ou qu'ils aillent vers des îles comme la Corse ou autre, ça ne serait pas compliqué de mettre des soignants, des agents sanitaires, on appelle ça comme on veut, qui regardent si les gens n'ont pas de fièvre à l'embarquement, s'ils n'ont pas de vésicule et s'ils n'ont pas de symptômes pulmonaires de tout. Et que si on a des gens au moment de l'avion qui ont de la fièvre, qui toussent, ou qui ont des vésicules, parce que ça peut se voir, on leur dira, monsieur, vous restez au sol et vous rentrez chez vous et vous allez vous faire dépister. Voilà. Et ça permettra d'éviter probablement une diffusion encore plus importante. Mais tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas du tout dit
par les instances, que ce soit l'OMS, le ministère de la Santé, etc. Voilà. C'est très juste. C'est pas dit parce qu'il y a une forme de gouvernance par la peur et comme tu disais très justement, ne vivez pas dans la peur, c'est déjà et vivez l'instant présent et c'est ce qui fera finalement que vous vous sentirez mieux avec tous les bons conseils qu'il vous a donnés. Merci pour cet échange. Je salue tous les auditeurs qui ont tenu jusque-là. On n'a pas fait trop long. On vous dit à très bientôt peut-être pour une prochaine émission. Merci et au revoir tout le monde.